Les crises géopolitiques impactent aussi les entreprises. Elles créent un terrain propice aux contentieux stratégiques. On en parle tout de suite avec mon invitée Julie Pasternak, avocate associée chez Darrois. Julie, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de l'impact des crises géopolitiques pour les entreprises. Tout d'abord, pourquoi ces crises géopolitiques qu'on connaît, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient, se répercutent-elles désormais sur les entreprises ? Ces crises se répercutent très vite sur les entreprises pour une raison plutôt simple, c'est que l'économie est désormais mondiale. Les entreprises sont très liées entre elles, évidemment. Et donc une guerre, des tensions énergétiques, une sanction, ça n'est plus localisé. Ça se diffuse immédiatement dans les chaînes d'approvisionnement, dans les coûts, dans les financements, dans les ventes de ces entreprises. Et ça peut donc avoir des impacts très concrets, des chocs même pour les entreprises directement. Des impacts de quelle nature ? Alors ces chocs apparaissent en premier lieu dans les contrats, dans les relations d'affaires. Et je dirais que, évidemment, il y a plusieurs manières pour ces crises d'impacter ces relations d'affaires, mais on peut peut-être ici en noter deux ensemble. Il y a une manière qui est très directe et assez classique. Un transport est interrompu, une usine est arrêtée et l'exécution du contrat devient impossible. C'est une première manière. Et puis, il y a des manières qui sont plus indirectes, avec des effets plus insidieux. Cette fois-ci, l'exécution du contrat demeure techniquement possible, mais son équilibre économique est bouleversé et rompu. Les coûts explosent, la rentabilité diminue et une partie se retrouve en difficulté. Et ça, c'est effectivement quelque chose que l'on voit beaucoup dans ces moments de crise, que l'on voit aussi. Ce sont des impacts dans les négociations contractuelles entre des parties. L'opération dont les parties discutent présente un intérêt moindre compte tenu de la crise. Et là, une des parties peut vouloir se retirer, se rétracter des négociations. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire et suivant quelle modalité ? Ça dépendra de l'avancement des négociations. Ça dépendra aussi du point de savoir si les parties ont encadré ces négociations, si des engagements ou des contrats ont été conclus dans le cadre de ces négociations. Vous savez qu'une négociation peut être ponctuée de différents engagements et contrats, de la lettre d'intention au contrat définitif, qui lui-même peut encore être soumis dans sa réalisation à des conditions suspensives, à des conditions résolutoires. Voilà. Donc c'est ça que l'on a vu avec la guerre en Ukraine, c'est ça que l'on avait vu avant cela avec le Covid et que l'on voit avec les tensions actuelles. Et c'est là que les désaccords apparaissent et que la résolution de ces désaccords devient absolument indispensable. Alors des désaccords qui apparaissent et aussi des risques de contentieux, et on voit des contentieux qui se multiplient. Comment vous expliquez cette situation ? Bien, je crois que ces crises, comme je le disais, cassent les équilibres sur lesquels reposent ces relations d'affaires. Et évidemment, cela crée des zones de friction très fortes, avec, à mon avis, plusieurs phénomènes assez forts qui expliquent la multiplication de ces contentieux. D'abord, il y a une multiplication des dépendances. Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises à l'échelle mondiale sont très connectées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une crise locale peut avoir des effets en cascade dans plusieurs pays et dans plusieurs secteurs. On peut peut-être aussi évoquer la multiplication des outils juridiques, puisqu'on est là pour parler de droit, évidemment, des outils juridiques qui peuvent être actionnés dans ces situations de crise. Vous pensez à quels outils ? Alors, il y a des outils qui sont tout à fait classiques, des mécanismes légaux tels que la force majeure, par exemple, qui permet à un contractant faisant face à un événement extérieur irrésistible et imprévisible de suspendre ses obligations. On peut également penser au mécanisme de la révision pour imprévision, article 1195 du Code civil, qui est une des grandes nouveautés de la réforme de 2016, qui commence un peu à dater et qui pour autant n'a pas été ou n'a été que très très rarement appliqué. Ce mécanisme, vous le savez, Arnaud, permet aux juges désormais de s'immiscer dans un contrat si les parties ont échoué à le renégocier
sous certaines conditions évidemment très strictes, mais c'est vraiment très rarement utilisé. Et au-delà de ces mécanismes légaux, là, il y a aussi ce que prévoit le contrat. Et là, on peut avoir des clauses très sophistiquées. D'abord, des clauses qui aménagent ces mécanismes légaux, des clauses qui vont préciser quels sont les cas de force majeure qui permettront à un contractant de suspendre ses obligations, des clauses qui vont encadrer les renégociations, les rendre potentiellement obligatoires, expliquer quelles modalités vont être suivies par les parties pour tenter de renégocier, de trouver un accord. Et on peut avoir vraiment des clauses très, très détaillées. On peut aussi penser à des clauses qui visent à tenir compte d'un événement significatif défavorable, donc les fameuses Material Adverse Change clauses ou Material Adverse Event clause, qui permettent là d'obtenir une résiliation de plein droit du contrat si l'un des événements décrits par cette clause intervient. Et ça peut viser notamment des cas de crise. Donc on voit qu'on a des outils qui sont très nombreux, potentiellement complexes et sophistiqués. Et dans ces périodes de crise naissent les désaccords sur l'interprétation de ces clauses. Et c'est une deuxième raison de la multiplication de ces contentieux. Et puis, je pense aussi qu'on peut, dans ce contexte assez général, signaler aussi la multiplication des cadres juridictionnels dans lesquels ces litiges vont être potentiellement traités, qui peut aussi être une source de complexité et de multiplication. Alors, parce que d'abord, on peut avoir des clauses contractuelles qui vont prévoir la compétence de telle ou telle juridiction, mais qui pour autant ne vont pas nécessairement empêcher radicalement et totalement d'autres juridictions d'être saisies. Et par d'autres juridictions, j'entends notamment des juridictions étrangères. Un contrat peut, dans son exécution, concerner plusieurs États. Et il peut effectivement, dans le cadre de la résolution de ces contentieux, se trouver qu'une juridiction va être saisie en France, par exemple, mais qu'une autre sera compétente à l'étranger pour un autre morceau du contentieux. Et peut-être que les clauses de concurrence, de non-compétence qui ont été stipulées ne seront pas appliquées dans certains pays, mais seront dans l'autre. On peut aussi avoir une concurrence entre des clauses d'arbitrage et des clauses qui attribuent compétence aux juridictions étatiques, ou alors à la compétence des juridictions étatiques. Des contradictions, on voit ça souvent, entre les clauses qui sont stipulées dans les différents contrats qui composent un ensemble contractuel. Donc la réalité, c'est que les sources de contentieux et la multiplication de ces contentieux dans ces périodes-là sont nombreuses. Pour terminer rapidement, en quoi les modes de résolution des contentieux sont un outil de stabilité du lien d'affaires, du lien économique ? Alors, c'est sans doute là le point le plus important, Arnaud, puisque dans ce contexte, un contentieux mal géré est évidemment source, là encore, d'effets en chaîne, incertitude financière, blocage des décisions, fragilité des relations d'affaires ou encore atteinte portée à la réputation des entreprises concernées. Et à l'inverse, une résolution efficace qui peut être judiciaire ou négociée de ces conflits va permettre de contenir ces effets. Comment ? D'abord en rétablissant la prévisibilité. Et la prévisibilité, on le sait, c'est important pour les entreprises pour décider, c'est important pour investir, mais également en préservant les relations d'affaires, puisque dans beaucoup de cas, les partenaires, en réalité, ont intérêt à poursuivre leurs relations d'affaires. Donc bien gérer, bien résoudre ces contentieux, c'est aussi éviter que ces litiges se transforment en crise et que ces crises affectent l'activité économique des opérateurs dans leur ensemble. Alors, vous allez me demander maintenant comment résoudre ces crises. Brièvement, Julie. Très brièvement, absolument, puisqu'on pourrait en parler, on pourrait en parler des heures. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais on sait qu'il y a un arsenal d'outils pré-contentieux qui va de la lettre de mise en demeure à la lettre d'avocat à la sommation par huissier. On a des outils préparatoires du procès, comme l'article 145, les mesures d'instruction in futurum. On a les actions judiciaires proprement dites, que ce soit en référé ou au fond. Et bien sûr, quels que soient ces outils judiciaires mis en œuvre, on garde toujours en ligne de mire les modalités de résolution amiable des litiges. On va conclure là-dessus. On voit qu'il y a plein d'outils de résolution des contentieux. Merci Julie Pasternak, avocate associée chez Darrois. Merci Arnaud. Tout de suite, on va s'intéresser, toujours en période de crise, mais à un autre angle, aux salariés bloqués à l'étranger suite à des crises géopolitiques.